Mesdames et Messieurs, bonjour. D'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux à l'occasion de cette nouvelle année pour vous-même, vos familles, vos entreprises et que cette année vous apporte ce que vous pouvez légitimement en attendre. Je dirai juste quelques mots d'accueil en tant que députée européenne et puis je passerai la parole aux personnes qui m'entourent, à savoir Joël Spirou, qui est médecin, qui est président du CRIGEN, Gilles-Éric Serralini, président du conseil scientifique du CRIGEN, à côté de lui Caroline Amiel, qui est vice-présidente du CRIGEN, Madame Maître Gatimel, huissier de justice à côté de Monsieur Spirou, et Jérôme Douzelet, qui est membre du conseil d'administration du CRIGEN. Alors, mes quelques mots seront des mots d'accueil en tant que députée européenne pour vous dire deux choses. Dans le sujet qui nous occupe, ce qui me préoccupe, moi, ce sont deux sujets essentiels, que sont la transparence et la santé des consommateurs européens. En ce qui concerne la transparence, je me félicite de la décision prise par l'EFSA hier de mettre en ligne ce que nous réclamons depuis des années, c'est-à-dire les données brutes du NK 603, de manière à ce que ces données brutes soient accessibles à tous ceux qui le souhaitent au moment où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Deux constats à la suite de cette mise en ligne. La première, qui est un élément de bon sens, s'ils ont été mis en ligne hier, c'est qu'ils ne l'étaient pas avant. Autrement dit, cela signifie que tous ceux qui, depuis des mois, disent que c'est absurde de demander les données brutes puisqu'elles sont déjà disponibles, eh bien, ne disaient pas la vérité. Ces données brutes étaient données à ceux qui les réclamaient, à la condition qu'ils n'en fassent qu'un usage personnel, c'est-à-dire avec une interdiction de diffusion. C'est la raison pour laquelle le CRIGEN, qui avait ces données brutes, ne les a jamais mises sur son site, puisqu'il était interdit de le faire et que nous sommes légalistes. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où c'est fait pour le NK 603, eh bien, évidemment, ça devra l'être pour toutes les études concernant tous les OGM qui ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation en Europe. Ceci étant, et comme M. Spirou et M. Serralini vous le diront tout à l'heure, cela n'épuise pas le sujet puisqu'il y a les OGM, c'est une chose, il y a le glyphosate et le Roundup, c'est une autre chose. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas, et là nous ne les avons pas du tout, les données brutes concernant le glyphosate et encore moins sur le Roundup. Je laisse au professeur Serralini le soin de vous indiquer les derniers éléments que l'ANSES nous a communiqués à ce sujet. Ceci étant, l'EFSA en Europe n'a pas les données brutes concernant le glyphosate et encore moins le Roundup, qui sont détenus par le BfR en Allemagne. Et c'est évidemment tout à fait anormal. Et je crains fort que nous nous retrouvions à propos du Roundup dans la même situation que celle que nous avons connue pour le bisphénol A et pour l'aspartame, où les dossiers n'étaient pas en possession de l'EFSA. Deuxième point, la santé des Européens. C'est un élément évidemment majeur pour nombre de mes collègues et pour moi-même, a fortiori ceux qui appartiennent à la commission santé et environnement. Les dangers des pesticides, mesdames et messieurs, sont non seulement reconnus, mais de mieux en mieux établis. Ce à quoi nous nous intéressons aujourd'hui, c'est le Roundup. Le Roundup, c'est le premier pesticide utilisé en Europe. C'est le premier polluant de nos rivières et de nos nappes phréatiques. Et c'est évidemment le pesticide le plus lié aux OGM. Pourquoi diable le Roundup est-il protégé à ce point en Europe? Pourquoi et pour quels intérêts? Nous pourrions être en face d'un véritable scandale sanitaire, voire d'une mise en danger. En effet, les études, et pas seulement bien entendu celles du professeur Serralini, il y en a beaucoup d'autres, établissent de plus en plus un risque de perturbateurs endocriniens pour le Roundup, un risque
hépatorénal et un risque cancérigène. Or, nous nous heurtons au refus d'études à long terme sur le Roundup. C'est absolument inadmissible qu'un produit aussi utilisé, premier pesticide utilisé en Europe, ne fasse pas l'objet d'études à long terme. Même la France, qui, après un arrêt du Conseil d'État d'il y a 2 ans, devait réévaluer le Roundup Express, ne l'a toujours pas fait. L'AFSA, qui était le prédécesseur de l'ANSES, avait demandé en 2007 qu'il y ait des études sur le suivi. Ces études n'ont jamais été faites, elles n'ont du reste pas, à ma connaissance, été réclamées. Et pourtant, la perte de potabilité des eaux était déjà reconnue dans les rapports de l'AFSA dès 2007. Dans ce contexte, je ne puis que me féliciter des premières avancées qu'a permis l'étude du professeur Seralini, à savoir la reconnaissance par l'EFSA de la nécessité d'études à 2 ans sur les OGM et la première mise en ligne de données brutes concernant un OGM. Je ne puis en revanche que déplorer la campagne de dénigrement des responsables de ce qui pourrait être un véritable scandale sanitaire, et ce, dans quel but? Peut-être celui de couvrir leurs propres responsabilités. Ils ont perdu une manche. Ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que l'étude du professeur Seralini et de ses co-auteurs soit déprogrammée, cela n'a pas été le cas. Et plus de 300 scientifiques sont venus à l'appui de cette étude. Néanmoins, les citoyens européens n'ont pas, à ce stade, gagné la partie. Ils ne l'ont pas gagnée puisqu'en réalité rien de concret n'a été fait, malgré la demande faite, par exemple en France, par 5 anciens ministres de l'Environnement, toutes tendances politiques confondues, de Mme Kosciusko-Morizet à Mme Voynet, réclamant une réévaluation des études. Celles-ci n'ont pas été faites. Les produits suspects d'être toxiques n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation et, à ce jour, aucune étude à long terme n'a été engagée. Voilà donc ce que, en tant que député, je puis vous dire et ce qui me préoccupe à ce jour. Je passe maintenant, sans plus tarder, la parole au docteur Spirou. Merci bien, chère Corinne. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents. Écoutez, je vous parle aujourd'hui en tant que président du CRIGEN, mais aussi en tant que directeur adjoint de l'étude et co-auteur de la publication parue le 19 septembre dans FCT, Food and Chemical Toxicology. Alors, quelques points à préciser, c'est fondamental. D'abord, on a écrit beaucoup d'âneries, si vous me permettez l'expression, au sujet de notre étude et du CRIGEN. Eh bien, le CRIGEN, contrairement à ce qu'il est écrit trop souvent, n'est pas une association anti-OGM. Nous sommes seulement contre les OGM mal évalués, comme d'ailleurs contre tout xénobiotique évalué à la légère, et il en va de cela, de la sécurité sanitaire de la population mondiale. Alors nous avons, depuis le 19 septembre, subi des attaques véhémentes et infondées scientifiquement, allant jusqu'à demander le retrait de notre publication. Ces attaques émanaient de ce que j'appelle le bras armé de l'agrochimie, sans oublier les scientifiques et les comités laxistes qui ne sont que des agences de validation des produits et qui ont permis la mise sur le marché de ces produits depuis plus de 20 ans. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez déjà fait, de voir un petit peu l'étude qu'avait fait le journaliste Benjamin Souris sur la quarantaine de détracteurs qui avaient envoyé des lettres pour le retrait de notre publication à FCT. Je dois préciser que notre étude n'a pas été invalidée scientifiquement, comme certains se plaisent à l'affirmer encore. En tout état de cause, ce n'est pas parce que les instances officielles dénigrent notre étude pour se disculper de leur laxisme et se protéger que les résultats de notre étude sont scientifiquement invalidés et disqualifiés. Si ces instances avaient eu la bonne idée, ou l'idée géniale de passer au peigne fin, avec autant de sens critique, toutes les études qui ont permis la mise sur le marché du glyphosate, du Roundup et en particulier des OGM, et en particulier le NK603. Ces produits ne seraient sans doute pas actuellement sur le marché et dans l'assiette de la population mondiale et européenne. En dehors des résultats de notre étude, ne nous y trompons pas. Nos résultats sont ce qu'ils sont et nos détracteurs n'y pourront rien. De plus, l'enjeu de notre étude dépasse largement
les résultats, car nous mettons en évidence, tout d'abord, le manque de protocole officiel pour l'évaluation des OGM, l'insuffisance notable des études sur 3 mois, le manque d'études des pesticides en formulation, c'est-à-dire en mélange, vie entière, sur des rats. C'est le cas du Roundup. La nécessité du développement de la toxicologie des faibles doses et des mélanges, et des études endocriniennes vie entière sur ces produits. Il faut remarquer que les études sur 3 mois du NK 603, il n'y avait pas de dosage endocrinien de réaliser. Et avec donc comme corollaire les études sur la reproduction et les études en transgénérationnel. Alors la question fondamentale, à qui profite cette campagne de dénigrement? Eh bien, force est de constater, en tout état de cause, que cette campagne ne profite en tous les cas pas à la santé de la population européenne et de la population mondiale. Mesdames, Messieurs, je pense que le tournant du XXIe siècle est important et notre étude en marque un bon début. Il va falloir, au XXIe siècle, la mise en place d'une véritable hygiène chimique pour protéger nos populations et notre environnement. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Gilles-Éric Serralini. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous n'avons pas suffisamment réalisé collectivement que les agences sanitaires ne sont pas des agences de validation des articles scientifiques fondamentaux, mais ce sont des agences de validation des produits. Et elles ne publient d'ailleurs aucun résultat original, et souvent leurs experts non plus, sur les données de toxicologie ou les données sanitaires des produits que nous avons testés. De plus, ces agences ont par exemple invalidé plus de 250 études sur le bisphénol A avant d'être forcées par d'autres de participer à l'interdiction de ces produits. Nous publions en ligne aujourd'hui dans la revue Food and Chemical Toxicology qui a confirmé la validité de notre étude en ne la rétractant pas malgré des pressions incroyables des lobbies dont la société qui a commercialisé les 2 produits que nous avons testés. Nous oublions souvent que nous avons testé 2 produits comme personne ne l'avait jamais fait au monde, c'est-à-dire à très faible dose, pour le Roundup, la dose de l'eau du robinet, que l'on trouve souvent 0,1 partie par milliard, et puis pour l'EGM, ce qui est représentatif à peu près de la consommation américaine, bétail y compris, 11, 22 ou 33% de l'alimentation. Nous avons non seulement été les premiers au monde, mais apparemment nous sommes les seuls. Nous pensions que les agences allaient, avec notre étude, co-évaluer et ressortir les analyses de sang qui ont été faites avec le glyphosate et l'AMPA, avec les résidus de Roundup, ces résidus de Roundup qui sont les premiers polluants de eaux de rivière et d'eau de surface et les premiers contaminants de 80% des OGM alimentaires. Eh bien, elles ont commis une faute professionnelle extrêmement grave que nous dénonçons ici, de ne pas l'avoir fait. Et ce que nous avons découvert à travers les réactions de l'EFSA, qui certes met en ligne ces données, mais demande toujours que Monsanto accepte que nous utilisions ces données. Si vous regardez le site en ligne qu'ils ont diffusé, et qui n'a toujours pas compris que nous avions également évalué le Roundup et qu'elle devait d'abord mettre les données du principal pesticide du monde en ligne, c'est-à-dire les données qui lui ont permis d'autoriser avec plusieurs autorisations et confirmations depuis les années 2000 ce produit, tout comme l'ANSES en France et d'autres comme le bureau allemand qui a fait l'étude originale sur les données du glyphosate de Monsanto, eh bien, n'ont toujours pas compris que nous attendions ces données brutes-là qu'elles n'avaient pas utilisées. Nous avons nous-mêmes saisi récemment qu'elles ne les avaient pas, elles étaient dans le bureau allemand, ce qui est encore une faute professionnelle extrêmement grave, et l'ANSES
dans une lettre que nous venons de recevoir hier du directeur général, admet que concernant les tests sur le Roundup, il n'y a pas d'exigence dans le dossier d'évaluation du produit de tests sur le long terme et qu'il s'agit donc de tests de toxicité aigus, aigu ça veut souvent dire quelques jours sur quelques souris, sans résultat d'analyse de sang. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, qu'on nous prend réellement, comme je l'ai dit dans mon livre, tous pour des cobayes, puisque le principal pesticide du monde, le principal pesticide utilisé avec 80% des OGM agricoles, il n'y avait jamais d'analyse de sang sur le Roundup donné à des dilutions faibles telles qu'on les retrouve dans les eaux de rivière ou dans les eaux de robinet. Jamais eu d'analyse de sang à la clé des animaux qui recevaient ce produit. C'est extrêmement grave. C'est pour cela que nous publions toutes les réponses aux critiques dont certaines étaient considérablement ridicules. Par exemple, on nous a dit oui mais ces rats ont normalement des tumeurs au bout de 2 ans. Et il aurait fallu que vous compariez vos données aux données historiques. Ça m'a été dit au Parlement français, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Nous avons perçu que c'était là la manière de faire des industriels et des agences qui agissent toujours en parallèle dans ce domaine pour autoriser les produits, c'est-à-dire qu'ils comparent à des données historiques. L'énorme hic, c'est que ces rats qui ont servi dans les laboratoires de contrôle dans les données historiques sont évidemment nourris avec des résidus d'OGM et de pesticides parce qu'ils ne mangent pas bio et que ça n'est pas demandé dans les normes internationales et donc que c'est une fraude caractérisée que de faire cela, c'est-à-dire de comparer les développements des tumeurs de rats qui ont mangé sans le savoir et sans même que les expérimentateurs le sachent des OGM et des pesticides, des résidus de pesticides parce qu'on ne leur a pas donné de la nourriture en quelque sorte sans résidus de pesticides, de comparer nos contrôles à ces rats-là. Et ce qui vous montre la falsification du système, c'était une des principales critiques. Enfin, nous avons répondu dans la principale revue de toxicologie alimentaire du monde à l'ensemble des critiques et c'est aujourd'hui en ligne. Tout cela confine à la mise en danger de la vie d'autrui. Et le fait même que les agences n'évaluent pas ces produits et que nous avons été les premiers à le faire montre le dysfonctionnement de ce système grave pour l'évaluation de tous les pesticides et de tous les OGM. C'est pour cela que nous ne laisserons pas par des journalistes ou des commentateurs souvent qui réinterprètent les critiques qui nous ont été faites passer l'information, comme cela a été publié dans la Provence ou dans Marianne, de fraude ou de données falsifiées. Donc nous avons, le 31 décembre dernier, déposé plainte en diffamation contre Claude Allègre et Jean-Claude Jaillette et les journaux qui les ont publiés pour cela. Et nous nous apprêtons à faire de même pour ceux qui, ayant épuisé l'ensemble des critiques scientifiques, en viennent aux critiques ad hominem, disant que je suis sous l'influence d'une secte, par exemple, alors que je suis l'homme qui a vu la femme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Et si vous regardez l'article du Figaro, il n'y a rien là pour une affaire en 87. Je ne dis pas que je n'étais pas né, mais enfin, je ne connaissais absolument pas les personnes qui y étaient mêlées. Et je n'ai pas l'habitude, vous savez, quand je travaille en testant les produits de Monsanto ou de Seven Pharma, je n'ai pas l'habitude de demander le CV des actionnaires de ces firmes et je n'en suis pas, évidemment, responsable. Et je crois que c'est extrêmement grave de faire ces amalgames pour essayer d'avoir toujours raison quand on a tort. Donc, nous allons également déposer plainte contre ces affirmations. Vous verrez contre qui bientôt. Il y a des blogs, par exemple, ou des sites qui se développent avec des diffamations ainsi. Dernière chose, eh bien, nous allons les donner, les données brutes de notre étude. Et je crois qu'il est temps pour les agences de comprendre qu'elles doivent montrer à l'ensemble du public en ligne comment elles autorisent ces produits. C'est infamant pour la santé publique s'il n'y a pas une seule analyse de sang avec le principal pesticide du monde et s'il a seulement été testé en aigu. Alors je ne parle pas du glyphosate. Tous ceux qui font la confusion intentionnellement entre le glyphosate et le Roundup se trompent.
Le Roundup, c'est des dizaines de produits. Nous allons, d'ici la fin du mois, tenir une autre conférence de presse pour une autre publication dans une grande revue scientifique pour montrer qu'il y a des produits secrets qui sont en fait très toxiques dans le Roundup. Et donc, il est une erreur scientifique fondamentale d'avoir validé le glyphosate à la place du Roundup. Tout cela met en danger la vie d'autrui, encore une fois, et nous allons donner ces données brutes. Je passe pour cela la parole à un administrateur du CRIGEN qui en a eu l'idée, Jérôme Douzelet. Bien, bonjour à tous. Donc, suite aux demandes plus qu'insistantes des journalistes à plusieurs reprises pour obtenir les données brutes de l'étude du professeur Serralini et de ses associés, nous avons décidé au CRIGEN de remettre ces données à Maître Gatimel, ici présente. Les données ont été remises hier à Paris pour des questions de juridiction d'huissier. Elles ont été remises sous une forme qui est exploitable par tout le monde et qui seront mises en ligne dès que nous aurons en retour les données brutes qui ont permis aux agences d'autoriser nos enfants à manger ces OGM, puisque ces OGM et bien sûr le Roundup. Voilà, simplement, il est très surprenant de voir que les journalistes se sont évertués à nous demander ces données brutes, alors qu'elles ne l'ont jamais fait pour les agences qui ont autorisé. Je pense qu'il est du droit de chaque citoyen de pouvoir jeter un œil et d'avoir connaissance des procédures et des données qui permettent aux agences de nous faire manger et de nous faire consommer des produits dont l'étude en question a prouvé la toxicité. Donc ces données ont été remises sous forme immatérielle à Maître Gatimel, huissier, à qui je passe la parole maintenant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle Armingo-Gatimel, huissier de justice à Paris. Et je suis présente ici pour vous confirmer avoir reçu hier le professeur Serralini, qui est venu à mon étude à Paris et m'a remis sous forme dématérialisée tous les éléments exploitables de ses études. Donc solennellement, je remets aujourd'hui mon procès-verbal de constat à M. Jérôme Douzelet du CRIGEN, accompagné du CD-ROM sur lequel figurent et sont gravées toutes les données enregistrées. Merci mesdames, messieurs. Voilà, nous avons tenu notre temps de parole et maintenant nous avons 10 bonnes minutes pour les questions, mesdames et messieurs, que vous souhaiteriez nous poser aux uns ou aux autres. Monsieur, si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question. Oui, Lorenzo Consoli de l'agence italienne TM News. Je voulais demander deux choses principalement. La première au docteur Serralini, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne référez pas ou vous référez plutôt différemment, étant donné les critiques qu'il y a eu? Parce que à un certain moment, on a eu quand même l'impression qu'il y avait des points où l'étude était quand même attaquée sur des critiques fondées, même s'il y en avait d'autres qui étaient évidemment exagérées ou manipulées, etc. L'autre chose, je continue à ne pas avoir bien compris de quoi on parle quand on parle des données brutes. Je crois que c'est vraiment une question, je vous le dis vraiment comme journaliste qui essaie d'expliquer les choses aux gens en essayant de comprendre quelle est la différence entre les données brutes qu'on n'a pas et les données que vous avez publiées. Qu'est-ce que c'est ces données brutes et alors, si je peux aussi dans ce cadre-là, vous avez eu une discussion avec l'EFSA qui vous demandait justement les données brutes. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'EFSA quand vous les avez rencontrés? Il y a eu un débat. Finalement, vous n'avez pas donné, si j'ai bien compris, les données brutes à l'EFSA. Merci. Ce sont de bonnes questions. En ce qui concerne les critiques recevables concernant notre étude, car toute étude peut être améliorée,
Et la principale est que nous avons fait une étude sur 200 rats, certes, mais 10 rats par groupe. Ceux qui nous ont fait cette critique n'ont pas lu correctement les normes OCDE, qui disent que pour les études de toxicologie à long terme ou pour les études de cancérogénèse, on fait les statistiques de biochimie à partir de 10 rats par groupe, parce que là, on a, nous en tout cas, 106 500 paramètres, c'est-à-dire 11 mesures de 50 à 100 paramètres sur 200 rats pendant les 2 années. Donc là, les statistiques peuvent être extrêmement puissantes et elles le sont. Elles sont publiées dans notre étude. C'est la méthode dite OPLSDA qui montre à l'aveugle de la nature des groupes de rats des paramètres qui sont déréglés pour les rats traités aux OGM et aux pesticides et qui sont, par rapport au contrôle, et qui sont les paramètres hépatiques, rénaux et des hormones sexuelles, de la perturbation des hormones sexuelles. Parallèlement, les anatomopathologistes agréés, puisque notre étude a été faite dans un environnement de bonnes pratiques de laboratoire. Les anatomopathologistes agréés, ces bonnes pratiques impliquent que l'on contrôle la nourriture, les mycotoxines, etc., tout ce que les lecteurs semblaient ignorer. Eh bien, ces bonnes pratiques imposent que l'on ait des études en aveugle. C'est bien pour cela que nous ne pouvions pas faire venir d'équipe de journalistes, puisque le personnel lui-même ne savait pas ce qu'il testait. Et c'est pour cela que nous avons pris des images pour les révéler au public ensuite, et que j'ai fait un livre pour expliquer tout le contexte, à la fois diffamatoire et compromis, des conflits d'intérêts autour de ces études, ce qui ne pouvait pas être dit dans une publication scientifique. Eh bien, ces anatomopathologistes ont dit que les rats avaient des tumeurs mammaires, des problèmes hépatiques et des problèmes rénaux, et qu'ils mouraient de cela. Vous savez, quand on a un médecin légiste, il peut sortir un corps de la rivière et dire de quoi, s'il a été noyé, étranglé, etc. Et là, on n'a pas besoin de statistiques. Et nous, on a 200 fiches de médecins légistes, en quelque sorte, pour nos 200 rats. Et donc, il se trouve que ces pathologies correspondaient exactement aux marqueurs biochimiques déréglés, et que ces pathologies ont été décelées à l'aveugle. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, puisque c'était des marqueurs hépatiques et rénaux et des tumeurs mammaires qui sont promues par ces hormones sexuelles déréglées. Et donc, nous avons pu publier pour cela dans la meilleure revue de toxicologie du monde. Alors, nous aurions pu faire 50 rats, encore que ce n'est demandé que pour les études de cancérogénèse, et ce n'était pas une étude de cancérogénèse, puisqu'il fallait mener une étude de toxicologie à long terme pour savoir s'il y allait avoir des tumeurs, et maintenant on pourrait faire une étude de cancérogénèse sur les tumeurs mammaires elles-mêmes ou sur l'ensemble des tumeurs, mais on ne verrait pas tous les dysfonctionnements dans les organes qui n'ont pas eu de tumeur, alors que nous les avons vus. Donc c'est une étape ultérieure, l'étude de cancérogénèse, que j'engage l'EFSA ou nos contradicteurs à faire. Quand ils l'auront faite, ils pourront parler au lieu de dire un peu n'importe quoi. Et donc, tout correspondait. Alors bien sûr, nous aurions pu faire l'étude avec 50 rats. Je vous rappelle que personne ne l'a jamais fait au monde sur ces produits, que maintenant les agences reconnaissent que ça n'a même pas été fait avec une souris dont on aurait pris les analyses de sang pour le Roundup. Pour le glyphosate, c'est autre chose, c'est une partie très réductrice de l'étude sur le Roundup. Et d'autre part, 98% des études de biologie sont faites sur cette souche de rats avec ou sur des rats Wistar équivalents, avec évidemment des études de toxicologie qui portent sur 10 rats. Donc on nous demande à nous, alors que nous avons fait les meilleures et les plus poussées études au monde, d'être plus perfectionnistes que les perfectionnistes, et certainement pas que les agences qui n'ont pas exigé la moindre chose sur le Roundup de la compagnie. Donc en fait, ceux qui parlent sont des bonimenteurs à ce sujet. Je parle des experts qui savent, qui connaissent ces produits, puisque beaucoup de ceux qui m'ont critiqué étaient liés en fait à l'autorisation de ces produits quasiment falsifiés. Et donc, je voulais vous dire que les données brutes sont les analyses de sang rat par rat que demandaient l'EFSA et l'ANSES. Et dès qu'ils auront mis en ligne ce qu'ils ont obtenu pour le glyphosate, le Roundup
Et pour cet OGM, eh bien, nous ferons de même, et nous l'avons prouvé aujourd'hui. Autre question, monsieur? Gérard Lepuy, le collaborateur du groupe L'Humanité, L'Humanité, la Terre, L'Humanité Dimanche. Vous avez parlé tout à l'heure de critiques virulentes, et c'est vrai qu'elles l'ont été. J'ai remarqué, moi, que parmi les critiques les plus virulents, on avait surtout des chercheurs retraités. Est-ce que vous avez une explication à cela? Ce sont surtout, c'est vrai que nous avons eu des personnes qui sont 300 scientifiques de 33 pays sur 5 continents qui nous ont félicités, mais ce sont surtout des personnes, les enquêtes l'ont montré, liées à la compagnie ou liées à l'autorisation des produits, et qui sont donc juridiquement, et que nous l'espérons seront donc juridiquement responsables un jour personnellement et collectivement des autorisations lacunaires, laxistes ou mensongères de ces produits. Monsieur, puis monsieur. Bonjour, c'est Sébastien Oligny. Je suis aussi aujourd'hui ici scientifique moi-même et je parle peut-être pour des centaines, peut-être même pour des milliers de jeunes biotechnologistes aujourd'hui ici. Mais en même temps, je suis aussi en thèse de communication de sciences. Je voulais tout vous inviter pour une conférence de presse des autres scientifiques. Vous ne pouvez pas parler. Bon, merci monsieur. Vous n'avez pas le droit de parler dans ce conférence de presse. Voilà. Non, monsieur, non, monsieur. Lisez là, non, monsieur. Vous n'avez pas le droit non, de monsieur, parler. je regrette, votre temps est exprimé. Non. Et alors, vous dites que vous êtes journaliste. Vous vous présentez en tant que journaliste. Et je veux demander une question. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter comme étant très indépendant si votre recherche est payée par des entreprises dont Auchan, dont Carrefour? Cette recherche était seulement payée par Auchan et par Civin Pharma, une compagnie qui produit des produits homéopathiques contre la toxification des pesticides. Alors, pourquoi vous êtes plus indépendant que ceux que vous dites ne sont pas indépendants? Bon, écoutez, on ne va pas s'étendre là-dessus. L'étude du CRIGEN a été financée par une fondation qui est la Fondation pour le progrès de l'homme et par une association qui s'appelle le CERES. Tout cela est publié. Tout cela est tout à fait public et j'aimerais, monsieur, que les gens avec lesquels et pour lesquels vous travaillez soient aussi transparents dans leur mode de financement que le CRIGEN l'a été sur cette étude. Monsieur. En quoi notre étude est indépendante? Juste un mot, elle est indépendante des producteurs des OGM et des pesticides, et c'est la première fois au monde depuis 50 ans qu'une équipe universitaire mène une étude indépendamment des producteurs d'OGM. Les agences, monsieur, ne sont pas indépendantes puisqu'elles font simplement que valider les études de Monsanto sur ces produits. Elles ne font pas d'expérience par elles-mêmes. Et les études de Monsanto sont faites sur ces produits, donc c'est de la pure collusion. Il n'y a pas d'indépendance. Et donc l'indépendance, c'est de faire des études qui ne viennent pas de ceux qui ont commercialisé ces produits. Monsieur là-bas et vous, monsieur après. Oui. Bonjour. Moi, sans rentrer dans les discussions sur les arguments techniques sur l'étude, j'ai une question qui m'interpelle, c'est le MK603, si je ne me trompe, a utilisé depuis très longtemps dans l'alimentation animale notamment. Comment on explique qu'il n'y ait pas un seul éleveur au monde qui ait relevé les mêmes symptômes que vous avez relevés? Et alors, une deuxième question, si je peux me permettre, sur la pertinence de votre démarche d'aujourd'hui, j'ai bien compris, vous allez porter plainte, y compris contre des journaux qui ont donné la parole à vos opposants. Ça m'interpelle un petit peu en tant que journaliste. C'est un peu curieux comme démarche, vous qui parlez de transparence. Nous avons, le CRIGEN et moi-même, porté plainte contre les termes de fraude et de données falsifiées, ce dont nous avons tout à fait le droit, puisque ça a été des affirmations gratuites et mensongères. Par ailleurs, la réponse à votre question se trouve évidemment dans notre revue scientifique. Nous pouvons vous expliquer qu'il n'y a, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, aucune traçabilité aux États-Unis, là où réellement ces OGM sont mangés en plus grande quantité, et que, surtout, il n'y a pas d'études épidémiologiques possibles à cause de cela. D'autre part,
Il y a énormément d'observations de cancers ou de pathologies chez les animaux de ferme, mais elles ne peuvent pas être reliées à la nourriture puisqu'il n'y a pas d'étiquetage là-bas. Et il n'y a même pas de biovigilance sanitaire en Europe sur les animaux de ferme en fonction de leur alimentation. Donc, en ce sens, étant donné que les OGM ne sont pas tracés globalement dans la nourriture animale alors qu'ils devraient être soumis légalement à l'étiquetage, mais que ça n'est pas toujours fait, en ce sens, il ne pouvait pas être montré que les pathologies existantes des animaux de ferme sont liées ou non aux OGM. Et cet argument qui a été largement développé par nos contradicteurs ne tient pas la route quand on connaît l'épidémiologie et la traçabilité des aliments. Voilà, je vous remercie. Notre temps est épuisé, mais nous sommes à votre disposition en dehors du micro pour répondre à des questions supplémentaires si vous le souhaitez. Mais vous savez que le temps ici est un temps extrêmement minuté. Je vous remercie de votre attention.